remarqué que tu vas commander une voiture chinoise? Ah, ça fait réagir, c'est vrai que ça fait réagir, notamment tout ce qu'on a pu poster sur, Luca De Meo, le directeur général de Renault et puis, Laurent de Michelin. Et ce qui était drôle, c'était que tout le monde se disait, en fait, ils viennent de comprendre que les Chinois étaient numéro un. Mais, non, non. Pour le moment, les voitures chinoises, on va faire prendre le train ou le vélo. On peut aussi dire on n'a pas de pognon, hein. C'est vrai que quand t'es entrepreneur, t'es toujours plus proche de la faillite que du milliard. Bah, voilà, mais il est jamais loin. Pascal, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de ce fameux AI Summit à Paris, le sommet pour l'intelligence artificielle qui a réuni de nombreuses personnalités connues, des artistes, des présidents, etc., etc. Il y a quelques actions qui ont été prises. Euh, on va en discuter. Est-ce que tu veux donner un petit peu de contexte? Est-ce que tu as suivi? Enfin, j'ai trouvé un peu la vidéo pénible, pour être franc. Il y avait beaucoup d'échos. Le setup, il était pas fait pour avoir un son de qualité. C'était vraiment plus pour eux, quoi. J'ai l'impression que je pensais pas forcément à ceux qui allaient se taper la vidéo en anglais, en espagnol, après. Écoute, oui, la qualité était pas bonne et puis, franchement, en regardant ce truc, je me suis dit: «Mais, alors je comprends la volonté des politiciens». Ils se disent tout d'un coup, 3 ans après, ils se sont dit: «Waouh les gars, il se passe un truc, il y a l'IA quoi, faut qu'on y soit». On va pas les critiquer parce que c'est bien qu'ils aient eu le mémo, hein. Hem, Moi, ce qui m'a frappé, c'est que déjà le son était pourri, ça va pas. Et mon intuition, c'est qu'en fait, ils ont pas compris que ce qui comptait, c'était les images, en fait, qui circulent sur les réseaux sociaux, puis pas du tout leur présence dans cette salle. Ils sont très centrés sur eux-mêmes. C'est pour ça, en fait, c'était l'entre-soi dans tout ça. Exactement. Donc ils se sont fait plaisir, une petite fiesta et tout, c'est cool. Il y a quand même eu de belles annonces. En fait, c'est quand même à mettre, au crédit du président Macron qui essaye de faire quelque chose. C'est vraiment super. Donc de gros investissements aidés par, c'est quoi? UAE? C'est quel pays déjà qui investit? C'est un Oh, fonds, le data center, ouais, les Émirats. c'est, Les Émirats. les Émirats arabes. Le YouTube ont investi, ouais. Bah, c'était un peu aussi, c'est aussi qui ont investi aussi aux US. Il y a Sajwani qui est un magnat de l'immobilier à Dubaï. Il a investi aux US, notamment. Et donc là, ils investissent en France. Donc, je crois Voilà, qu'il y a un donc c'est bien. public. Donc ils vont mettre, 10 000 et puis c'est leveragé avec des investissements privés, donc ça, c'est bien. Hem, ça résonne évidemment avec l'annonce qu'a fait Trump, où on est plutôt de l'ordre du demi-milliard, mais on va dire qu'à l'échelle de la France, c'est OK. 2000 Ouais, milliards. ouais, c'est Non. delish. On n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur et ce qui me fait marrer, c'est que en fait, on a la classe politique qui se dit: «Waouh, il se passe un truc majeur». En fait, on est en train de vivre, l'équivalent de 2 révolutions en une. C'est comme si on venait d'inventer la machine à vapeur et l'imprimerie, mais ça va beaucoup plus vite. Donc nos institutions politiques, elles sont pas du tout fit pour ça. C'est pour ça qu'il faut pas trop les critiquer. Ils font ce qu'ils peuvent, mais on n'a jamais digéré une révolution, cognitive aussi rapide que celle de l'IA. Donc bon, alors ils ont eu le mémo un peu tard. Ils essaient de faire quelque chose. L'Europe, c'est compliqué parce que c'est morcelé puis qu'il y a pas de direction, mais au moins ils ont fait ça. Maintenant, moi, ce qui me fait marrer, c'est que quand tu as un gouvernement ou une association de gouvernement qui dit: «Bon, ben, on va investir 100 milliards», voilà, c'est marqué dans un discours, ils espèrent le faire. En fait, ils vont en mettre 10, puis ils vont essayer de faire du levier. Mais je serais curieux de savoir dans 3 ans, dans 12 ou 36 mois, combien en fait de ces milliards, parce qu'1 milliard, c'est quand même 1 000 millions, ça fait beaucoup de pognon, il faut trouver des projets pour. Combien vont être investis? Je pense que ce sera moins en fait, dans les faits, mais l'annonce, il faut que ça claque, hein. C'est pour ça qu'on arrive à 100, sinon ça aurait pu être 87 par exemple. Tu as remarqué dans ces annonces, les gens ils disent jamais: «On va investir, 127,8 000 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 0
Donc, ça envoie un bon message, ça essaye de stimuler l'industrialisation de l'IA en Europe. Je pense que c'est bien que ça existe, mais c'est too little, too late. En fait, les seuls mecs un peu crédibles en Europe, c'est Mistral, les Français qui ont fait un LLM. Mais en fait, de faire un LLM, c'est même plus le cœur et les poumons de la chose. Ça devient une commodité. L'open source a gagné. Donc, bon, voilà. Maintenant, il faut construire des data centers. Et ce qui me fait, mais alors, péter de rire, c'est que si tu regardes les chiffres que les trois grands du cloud aux États-Unis ont annoncé, pour en 2024, Google a investi 75 milliards de dollars. OK? Donc, Alphabet, la société cotée qui est à Google. 75 milliards de dollars investis en 2024. Donc, ça, c'est pas vive la France, on va le faire. Ça, c'est ce que Google a fait en une année. OK? C'est clair. Ensuite, Microsoft, tu provisionnes 80 milliards. voilà, 80 milliards en 2024 et Amazon ouais, Amazon Web Services, 75 milliards. Donc, si on fait la somme, ça fait 150 plus 80, on est à 230. Donc, ça veut dire qu'aux États-Unis, 3 acteurs privés, ils ont investi l'année passée, pas l'année prochaine, l'année passée, 330 milliards. Et ça, c'est des GPU, des CPU boulonnés dans des data centers. OK. Donc, en fait, il y a 2 difficultés, pour cette annonce par rapport à l'Europe. C'est qu'1, elle est faite par les politiques. Donc, en fait, on verra, en fait, comment ça se matérialise. Faut-il encore que cette volonté d'investir, mais encore une fois, c'est bien qu'il y ait cette volonté, mais ça ne veut pas dire que ça va être fait. Et aux États-Unis, c'est 330 milliards qu'ils ont investi l'année passée. Tu dis cette annonce pour l'Europe et en fait, Macron, avec cette conférence qu'il a organisée et ce qu'il a dit, c'est qu'il veut se positionner, il veut positionner leader de l'IA en Europe. Donc, il tire un peu la couverture. C'est pas l'Allemagne, c'est pas l'Italie, c'est pas l'Espagne. Donc, c'est vraiment pour sa com, quoi. Non, mais il a bien raison. C'est son job, c'est le président français. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Vive la Lituanie, on va aller développer leur économie. Bah non, il ne peut pas le dire comme ça, mais il a fait le sommet à Paris. Il a invité. Tu t'imagines le cauchemar administratif et logistique pour inviter toutes ces huiles, le service de sécurité, etc., etc. Ça doit être un truc de fou. Je trouve alors que c'est complètement à mettre à son crédit. C'est génial qu'il ait fait. Il y a rien à dire. C'est juste, juste, juste. Et si c'est la France qui fait les modèles open source LLM de demain, bah, tant mieux parce que c'est un beau pays avec de belles valeurs. Donc, moi, je suis très content que ça ait eu lieu à Paris. C'est juste pour mettre en lumière le fait que on parle d'investissement qu'on va faire sur je ne sais pas combien d'années. En fait, c'est 10, mais leveragé. Heureusement il y a ce mec de Dubaï qui vient mettre au pot. Mais est-ce qu'ils ont déjà trouvé des projets? On ne sait pas. C'est-à-dire, investir 100 milliards, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Ouais, Je veux dire, 100 milliards, ça fait 100 000 millions. Je veux dire, pas, ça ne prend pas 5 minutes. Et là où je trouve qu'on voit qu'on a du retard à l'allumage, c'est qu'en fait, on répète, entre Google, Microsoft Azure, enfin Google Cloud, Microsoft Azure et Amazon Web Services, l'année passée, ils ont investi à eux 330 milliards et que cette année, ce sera du même ordre de grandeur, entre 3 et 400 milliards. Mais eux, ils le font. ouais. Tu sais ce que tu dis, c'est aussi un peu qu'avait dit Elon Musk, les 500 milliards annoncés par Trump, Larry Ellison, et puis Massa de SoftBank, il les avait pas forcément. Et Satya Nadella de Microsoft, il a dit, nous, en tout cas, on les a, pour les autres, on sait pas. Et donc, c'est pas parce que Macron, ou UDL, comme il l'appelle sur la von der Leyen, annonce qu'il va y avoir 100 milliards, ils les ont. Non, je suis d'accord, mais si tu veux, qu'est-ce qu'un politique peut faire? En fait, cette révolution de l'IA, maintenant, elle est dans les mains des entrepreneurs, des entreprises et des industriels. C'est plus dans les universités, c'est pas dans les mains des politiques. OK. Donc, en fait, l'État, il faut faire quelque chose. C'est ça la politique. Tu sais que ça va se faire. Mais Macron, il a envoyé un énorme signal pour dire, les mecs, si vous avez une idée, vous voulez bosser dans l'IA, venez à Paris. C'est un gros, gros message qu'il a envoyé. Moi, je trouve que c'est hyper positif pour l'Europe. Euh,
Ce que je me permets simple et il a fait le maximum qu'il a pu. Je suis sûr qu'il s'est démené. Tu t'imagines pour inviter tous ces gaillards pour faire un sommet comme ça? Mais mon pauvre ami, ils ont un agenda, tous ces gars. Il y avait Modi, le président de l'Inde, il y avait J.D. Vance, le vice-président des États-Unis. Ils sont busy, tous ces mecs. Alors, ils n'auront pas discuté que de ça, mais je trouve magnifique qu'il ait réussi à mettre ça en place. Mais il faut aussi, pour qu'on fasse les bons investissements au bon endroit, qu'on voit un peu le retard qu'on a en termes industriels. En fait, ce n'est pas une question d'être malin, c'est une question de fabriquer une industrie de l'intelligence. Et comme ce qu'on a beaucoup en Europe, c'est l'intelligence, la créativité, le savoir-vivre, l'art de vivre, on a intérêt à s'y mettre. Et il faut maintenant prendre le relais de Macron. Il a envoyé un message, en fait. C'est pas très important qu'il y ait 30 milliards, 50 milliards ou 80 milliards qui sont investis. Ce qui est important, c'est le message qu'il a donné. Je rends attentif les auditeurs s'ils ont l'occasion d'écouter J.D. Vance en anglais dans le texte. Il est très clair. Hein. Il dit USA will win. On ne tolérera pas que ce ne soit pas les Américains qui aient le meilleur modèle. Donc justement, on va s'attarder sur la partie de J.D. Vance, donc le vice-président des États-Unis. Donc il s'est pointé. Il a fait un discours intéressant. On lui a donné 15 minutes de temps de parole et en fait, les points qu'il a abordés, donc il a mis un immense coup de pression à l'Europe. Donc en gros, il leur a dit, il faut arrêter de faire des régulations, il faut laisser plus de liberté à l'innovation. On est les leaders mondiaux de l'IA. On va continuer à devancer la Chine. Si vous voulez venir sur le bateau avec nous, l'Europe, vous êtes les bienvenus. Mais par contre, il faut arrêter de mettre des amendes, il faut arrêter de mettre des régulations, les Digital Act, les AI Act, mettre des grosses fines aux grosses boîtes tech, sinon ça va mal se passer. Bah, il a raison. Hein. Je veux dire, en fait, se mettre les États-Unis à dos, faut en avoir une grosse paire. Hein. Je veux dire, c'est pas une bonne idée. Donc, il faut qu'on marche avec eux. Et il n'a pas dit qu'il fallait pas réguler. Ce qu'il a dit, c'était, à mon avis, plus fin. Il a dit, bien sûr, dans une situation d'émergence comme celle-ci, comme celle qui est liée à l'intelligence artificielle, il y a deux choses qu'on peut faire. On peut réguler ou on peut saisir l'opportunité. Et en bon américain, il a dit, il faut saisir l'opportunité. Et il a raison. C'est pas, moi, je suis pas du tout anti-régulation, mais si tu régules avant que ce soit arrivé, ça marche, ça fonctionne pas. Et je pense aussi, un autre commentaire qu'on peut faire, là, je vais le dire, moi, je suis pas dans ce business de la GDPR et de la protection des données. Je citerai pas son nom, mais j'ai discuté avec un gars que j'ai rencontré à Davos qui en connaît un gros rayon. Et la GDPR, ça marche pas, ça nous a protégés de rien. Alors vous y dites, ouais, tu peux écrire à Google, leur dire supprimer mes données. Mais toutes celles et ceux qui ont un téléphone, smartphone dans leur poche, vous leur avez déjà donné vos données. C'est dead. Mais d'ailleurs, ils ont fait un super bon cache investigation là-dessus. Ça n'a pas fonctionné. En fait, on a écrit une loi en fait qui n'est pas applicable, qui est trop en retard. Par contre, on nous enquiquine avec les cookies. Là, tu n'as pas un site internet où tu ne dois pas accepter les cookies. Est-ce que tu penses que c'est vrai ce que tu dis dans l'absolu, ça fonctionne pas, les données elles sont là et puis après de temps en temps, bah, ils se prennent une faille, mais c'est là justement où l'Europe est très forte dans la régulation et puis comme on n'arrive pas forcément à produire de la tech, des choses digitales, eh ben c'est de taxer les grands et puis de mettre de l'argent dans les caisses. Oublie, c'est dead. Et ça, en fait, le problème, ce qu'il faut que les politiciens en Europe réalisent, c'est que le fait de réguler comme ça, eux, ils ont l'impression qu'en fait, c'est un modèle d'affaires parce qu'on va pouvoir ponctionner, en fait, ces géants. C'est le contraire qui va se passer. C'est nous qui allons être ponctionnés. Si on n'a pas d'industrie de l'IA en Europe, chaque entreprise va payer entre 20 et 200 dollars par mois et par employé à une boîte américaine pour pouvoir améliorer ses employés. Donc, on sera juste les dindons de la face parce qu'on en régulant d'avance et sur les données extra, qui est un combat perdu. C'était une bonne idée, mais bon, sorry. Et maintenant, il faut prendre acte du réel et il faut se sortir les mains des poches. Et c'est un peu ça le message de Macron. Tu vois, c'est maintenant on y va. On arrête de geindre. Et du coup, je pense qu'il faut se détendre avec ces données. Je donne un exemple. Pour les auditeurs, pour simplement réfléchir, parce que évidemment, quand on a une discussion de salon, on dit non, 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 privacy, ma vie privée, blablabla. OK, tout le monde veut avoir sa vie privée. Encore une fois, si vous avez un smartphone, vous l'avez déjà abandonné. Mais mis à part ça, il y a deux messageries qui sont très bien, qui existent. Il y a WhatsApp et il y a Signal.
Ouais. Alors, j'encourage les auditeurs à installer Signal, ceux qui l'ont pas fait. C'est un truc très sûr, il y a aucun problème. C'est juste que dans les faits, ça si vous voulez, ça fonctionne Signal, mais dans les faits, quand vous l'utilisez, et que vous avez réellement des conversations avec les gens, ça marchotte. C'est un peu comme c'est comme une Alfa Romeo, mais sans le charme. Non, mais c'est vrai, c'est pas une légende. Tous les gens qui aiment les voitures, il faut qu'ils aient une Alfa au moins une fois dans leur vie. Ce sont des voitures extraordinaires, mais ça il y a toujours un truc qui marche pas. Puis quand tu as pas de la f de une fuite d'huile dans l'habitacle, tu es content. Donc Signal, ça marche un peu, mais sans le charme des voitures italiennes. Donc c'est pas la peine. Les gens l'humanité a voté avec ses pieds. Tout le monde utilise WhatsApp, ils ont 3 milliards de clients. On a choisi. Ce que les gens veulent, c'est de la convenience. C'est que ça fonctionne bien. D'accord? Et je pense que cette espèce d'idée de la vie privée, c'est un peu comme de défendre l'idée de la presse avant internet. Ça veut pas dire que le journalisme d'investigation disparaît, au contraire. Mais ça veut dire que la manière, le modèle d'affaires des gens qui font de l'investigation, il doit changer. Et je pense que cette espèce d'idée en Europe, on s'accroche à cette espèce de vieux truc. Un autre challenge pour les auditeurs. Imaginons que vous deviez passer un scanner pour savoir si vous avez, je ne sais pas, un anévrisme dans la tête, et cetera, et cetera. On va vous faire une grosse opération au cerveau. Maintenant, vous avez 2 choix. Vous pouvez, faire confiance au médecin qui va revoir ça, ou vous envoyer ça dans, l'IA de X. Est-ce que est-ce que vous prenez la chance, comme disent les Québécois, puis de passer à côté du diagnostic? Sûr que non. En tout cas, moi, je mettrais ça dans ChatGPT, dans X, dans tout ce que tu veux, pour essayer de diminuer le risque, d'accord? Il y a aucune chance, en fait, que les gens n'adhèrent pas à ça. Si tout d'un coup, il y a quelqu'un qui t'est cher, qui a un problème, tu vas essayer de trouver la même solution, la meilleure solution, et puis d'échanger avec ces IA. Donc c'est pas vrai. Les gens ont voté avec leurs pieds. Ils veulent pas qu'on les protège pour une espèce de truc complètement absurde et puis qui n'est plus possible dans les faits. Mais ce que tu dis, les gens ont voté, ils ont même pas voté, en fait, hein, c'est Avec leurs pieds, ils ont pris WhatsApp. Ouais, mais ils sont même pas concertés. Enfin, quand il y a des décisions qui sont prises par la Commission européenne et par l'État et tout, ils sont même pas concertés. C'est là que tu vois que tu as justement, comme tu dis, cette adoption, que le peuple veut ça, mais que en haut, les politiques, ils veulent quelque chose de différent et tu as un peu cette asymétrie. Ouais, c'est ça. Ils sont sur une vieille idée de ce que c'est que la privacy, et je pense qu'il faut que l'Europe, elle repense son truc. En fait, les principes qu'ils édictent, qui sont bien, le fait que tu aies droit à l'anonymité, tu peux récupérer tes données, tout ça, c'est cool, c'est bien. Et alors, et déjà un truc, il faut pas voter des amendes de dingue, parce qu'en fait, les amendes que l'Europe propose, ça tue les entrepreneurs. Nous, on va pas se lancer parce qu'on va dire: «Bon allez les mecs, 28 millions d'euros d'amende, on n'a déjà pas acheté une Tesla pour Younes, on n'y est pas». Donc on va pas le faire, on peut pas se permettre. Mais si tu es Meta, Google, Microsoft, les 28 millions, c'est dans l'épaisseur du trait. Donc en fait, les géants du digital, ces amendes, ça ne les effraie pas. Ils ont toutes les ressources à disposition pour implémenter ces changements. Par contre, la PME du Gros de Vaud ou la PME qui est dans la périphérie de Lyon, qui doit implémenter un truc de ouf par rapport à la protection des données, et nommer quelqu'un qui va faire ça, la PME, ça lui coûte cher. Mais d'ailleurs, J.D. Vance, il a dit, il faut arrêter de mettre des fines à nos Ouais, entreprises. mais il a raison. Il l'a dit clairement. donc ça y est, ça va plus être toléré maintenant. Mais c'est pas pour être gentil avec les Américains, c'est pour favoriser l'émergence d'un terreau industriel digital en Europe. Mais et il y a pas. Il y a OVH. D'ailleurs, Octave Klaba, il a fait un très bon post sur LinkedIn ce matin. C'est le fondateur et le patron de OVH, qui est le plus grand cloud européen, qu'on le félicite et on le remercie d'exister. Et Octave, c'est un mec génial, mais il est rikiki par rapport au cloud américain, et il explique en fait les ratios d'investissement. Enfin bref, il a fait un super post sur LinkedIn, on le mettra peut-être en commentaire, ou les auditeurs peuvent aller le chercher, mais lui, il dit la vérité parce que c'est un industriel qui fabrique des choses. Il n'est pas dans le déclamatoire. Donc maintenant, il faut sortir du blabla, mais encore une fois, bravo à la France d'avoir fédéré cet effort. Et faut quand même écouter le message des Américains, hein. Ils ont dit: «C'est nous qui serons les meilleurs». J'aimerais juste, Mettre l'accent sur un point, hein, parce que pas qu'on se fasse taper dessus, hein.
Et sur Oula, t'es plus dans la trouille. non, c'est quelque chose qui a du poids, mais c'est le droit à la vie privée, ça fait partie de la déclaration, c'est l'article 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, Va expliquer ça aux Ukrainiens. C'est vrai. Mais je veux dire, le truc, c'est qu'en fait, c'est une grande idée de la France, c'est l'homme universel, etc., etc. Les valeurs universelles, c'est cool. Mais maintenant, il faut bien que il faut se calmer. Il n'y a pas que l'Europe dans le monde. Il y a le Brésil, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a Numéro 2 mondial de l'IA. il n'y avait aucun représentant chinois qui a pris la parole en public. Je crois qu'ils ont envoyé un expert en IA et tout, mais ils n'ont pas fait voter sur d'estrade. Il a pas pu s'exprimer. Qu'est-ce que tu en penses là-dedans? J'ai l'impression, parce que tu m'as dit en off, c'est que tu avais une théorie. Ouais, j'ai une théorie. Alors, je relate 2 faits et puis après, je donne l'explication provisoire. 1er truc, vous avez tous vu en fait que TikTok a des ennuis aux États-Unis parce qu'en fait, en gros, les Américains, ils ont dit, ben voilà, il ne peut pas y avoir un réseau social chinois. Et le blabla, c'était, enfin, l'explication, la story, c'était non, parce que TikTok, c'est vraiment hyper mauvais pour nos jeunes. Par contre, alors, Instagram, Facebook, tout ça, là, il n'y a pas de problème. Hein. C'est top, il n'y a aucun problème. Donc, bon, moi, je ne suis pas un immense spécialiste, mais j'adore TikTok. J'ai déjà dit plusieurs fois, je trouve ça super. J'encourage les gens à essayer. Un quart d'heure, tous les 3, 4 jours. Faut pas rentrer dans un truc trop intense, mais tu arrives parfaitement à gérer. Mais quand même, TikTok, c'est une super plateforme. Les Américains, ils ont dit, bon, ben voilà, pas de ça chez nous. Et ils leur font plein d'ennuis. Donc, ils vont procéder à une vente. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir, mais le réseau social va continuer à exister. Par contre, TikTok, ils ont un truc que les réseaux sociaux américains n'ont pas. Et c'est peut-être ça qui les énerve. C'est qu'en fait, ils ont un algo qui est plus fin. TikTok, ils sont ultra bons pour te proposer les choses, en fait, qui vont te plaire à toi au bon moment. Ils sont super forts. C'est pour ça que j'encourage les gens à utiliser parce que vous allez voir, ça vous aspire. Euh, c'est extrêmement fin. J'ai aucune idée de quelles sont les technologies qu'ils utilisent pour savoir en fait qui vous êtes, ce que vous allez aimer, comment il faut réagir, mais ils ont craqué un truc que les Américains n'ont pas craqué, à mon avis. Et puis l'autre, donc ça on sait, TikTok a des ennuis judiciaires et ils ont un algorithme de recommandation qui est canon. OK, premier point. Deuxième point, l'épisode de DeepSeek. Donc pour les auditeurs qui auraient loupé la news, ça a fait le tour de la planète. Tout d'un coup, la Chine avait fait un modèle open source, c'était un truc de fou. Et tout le monde en a parlé pendant 10, 15 jours. Et en fait, quand on discute avec des spécialistes, j'ai encore eu l'occasion hier soir, les gens qui connaissent vraiment ça en détail, ils disent, bon, ben, ouais, ok, c'est un nouveau modèle, mais il y en a 3 par semaine. Et 3 jours après, il y en a un autre qui a été fourni par Alibaba, qui était encore mieux, puis pas grand monde en a parlé. Donc, avec DeepSeek, ils ont réussi à spinner cette story d'une manière qui a fait que ça a fait le tour de la planète plusieurs fois. Il y a eu un crash, Nvidia, ils ont perdu, je crois, 1 milliard en bourse. Donc, ça a été un gros truc, un gros événement. Et une explication possible, c'est qu'en fait, la Chine, parce qu'ils ont tout ce contrôle social, ils ont des caméras partout, ils ont ce WeChat, ils commencent à avoir beaucoup de données. Et moi, j'ai l'intuition, voilà, c'est vrai ou pas, qu'ils ont craqué quelque chose pour faire des recommandations à un individu au bon moment pour qu'il ait envie de continuer à scroller. Et peut-être qu'en miroir, ils ont aussi craqué un peu l'algo humain pour dire, bah voilà, si on veut qu'une story au niveau mondial, elle se répande comme une traînée de poudre, alors il faut s'y prendre comme ci, comme ça. Et je pense que c'est un truc assez subtil, mais c'est quelque chose d'important parce que si la Chine, elle a compris quelque chose que le reste du monde n'a pas compris dans la manière dont se propagent les histoires, ça veut dire que le soft power, maintenant, il est chez eux. Et le soft power, c'est quoi? C'est d'être celui ou celle qui détermine le narratif qui sort. Donc, on a vu avec Dodge qu'en fait, le narratif des médias legacy, c'est dead. Ça n'arrive plus. Pendant longtemps, ça a été Hollywood qui faisait des films sur à peu près tout, films qu'on adore, mais qui racontaient un narratif. Et moi, j'ai vraiment l'intuition qu'en fait, en Chine, il y a un truc qu'ils ont chopé euh, pour, pour prédire en fait si quelque chose va être viral ou pas.
Et ça leur donne une puissance, mais qui est ahurissante. Ouais, et je dis en plus, ce que tu dis, c'est tout à fait correct, hein. Je partage ton opinion et c'est vrai que ça fait un gros boom parce que c'était suite, enfin, quelques jours après l'annonce des 500 milliards d'investissements des États-Unis, comme quoi Trump, voilà, on allait bouffer le monde avec notre IA et tout. Puis après, derrière, Hein, peut-être que, Mais, voilà. mais, mais si tu veux, mon intuition, c'est que ça, c'est pas du tout arrivé par hasard et que c'est un truc subtil. Parce que je reviens à TikTok. Quand vous utilisez, encore une fois, installer Snap, ça prend 2 minutes, vous essayez. Et l'algo, en fait, il regarde en fait ce que vous aimez, où vous passez du temps. Et je sais absolument pas comment ça marche, mais en quelques minutes, poum, 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 ce truc, il comprend ce qui va vous intéresser, dans quel état d'esprit vous êtes, c'est ahurissant. Et je pense que s'ils arrivent à faire ça aussi bien au niveau d'un individu, parce que Instagram, ça le fait pas du tout. Il y a pas du tout ce truc qui te chope comme ça, tu vois? Qui attrape ton cœur, en fait, qui attrape tes émotions. Il est un peu moins sur toi. parce qu'il y a quand même des gens qui sont aussi accros à Insta. Ouais, mais si tu veux, Tu vois? TikTok, si tu veux, il s'adapte à toi. Tu pas besoin d'essayer d'y rentrer. Il te mange. Ça mange ta vie. Et en fait, le point que j'essaie de faire, c'est qu'en fait, s'ils ont craqué l'algo des individus, c'est pas du tout exclu qu'ils aient craqué l'algo collectif. Et si c'est le cas avec l'IA, ça veut dire qu'ils peuvent spinner la story qu'ils veulent quand ils veulent et les gens vont simplement en parler. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui les embête dans les news, ils vont spinner une autre story. Les politiciens, ils font souvent ça. Tout d'un coup, ils balancent un truc, tu dis, c'est bizarre, pourquoi on parle de ça? Ben, c'est pour qu'on ne parle pas d'autre chose. Donc, il faut occuper le terrain. Et là, moi, j'ai vraiment le sentiment très fort, mais j'ai pas je ne peux pas étayer ça. Peut-être DeepSeek, c'était un vrai hasard. Mais j'ai l'intuition que le timing, tu vois, ils ont toute une série d'algos. Ce pas des humains qui font ça, à mon avis, mais ils savent le faire. Et ils sont taqués, les Chinois. Et justement, DeepSeek avait lancé Son troisième modèle le 25 décembre. Et ça veut dire, enfin, pendant que vous êtes en vacances, vous êtes en train de festoyer, nous, on bosse, quoi. Ouais, mais c'est pas Josiane au département marketing qui s'implante, hein. Je pense qu'en fait, ce sont des agents IA qui spinent ces stories de la bonne manière, qui font un relais ici, qui l'envoient un machin, qui ont peut-être un social graph des gens pour savoir qui va influencer qui. Si Younes regarde une vidéo puis qu'il me l'envoie, moi, je la regarde. C'est sûr. Tu vois? Donc, dans l'algo de Pascal, ils ont un algo qui est cross-plateforme aussi, qui s'arrête pas forcément à TikTok, mais qui vont prendre tes préférences sur YouTube, qui vont prendre tes préférences sur Insta, et je sais pas, mais Là où justement, je pense qu'ils ont compris quelque chose que les Américains n'ont pas et ça doit les rendre fous. Et ça va leur donner un pouvoir immense si ça scale. Tu vois? Je veux dire, si maintenant ils peuvent spinner la story qu'ils veulent quand ils veulent, boum, ça veut dire que tu peux mener une guerre économique. Tu peux faire chuter la bourse quand tu as décidé. Enfin, c'est pas rien, hein. c'est pareil, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'on bascule sur notre chère Ursula von der Leyen? Donc, elle a aussi lui droit à son temps de parole, la présidente de l'Europe. Rigole, quoi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, bon, elle a dit en gros comme quoi la bataille de l'IA n'est pas perdue. On est qu'au démarrage et on peut faire des choses en fait, en gros. Et enfin la préconnaissance de l'enjeu industriel et de l'indépendance stratégique et justement elle mise à fond sur l'open source pour euh, pour ne pas compter sur les États-Unis. C'était drôle, c'était juste après le speech de J.D. Vance. que, Bon, je dirais, elle a raison pour l'open source. C'est vrai. Moi, je pense que l'open source a déjà gagné, en fait. Ils sont pas loin d'avoir les meilleurs modèles. il a précisé qui tu penses ou tu penses que tu parles d'open source. Alors, le ben, c'est par exemple, DeepSeek, puisqu'on en parlait avant, en fait, c'est un modèle qui a été distillé de Llama, qui est celui de Meta. Et en fait, tu as déjà allez, les auditeurs peuvent aller sur Hugging Face, c'est une plateforme en ligne où tu as des zillions de modèles pour tout. En fait, maintenant, tu as des modèles optimisés pour ceci, cela. Enfin, il y en a mais de partout qui font des zillions de choses. Donc, en fait, ils sont dans la nature. Je fais juste une incise, mais tu sais, alors en Europe, il y a ce truc, tu peux écrire à OpenAI
j'encourage les auditeurs à le faire. Ils écrivent leur nom dans ChatGPT, puis ils disent peux-tu me donner un résumé de la vie, puis tu tapes ton nom. D'accord? Bon, alors, c'est en général assez juste, pas toujours, mais assez juste. Puis dans DeepSeek, tu peux aussi le faire. C'est pas trop faux. Et en fait, bon, ben voilà, ça fait marrer. S'il dit une ânerie, tu t'en fiches, etc. Donc, en fait, OpenAI, tu peux leur écrire puis leur dire vous enlevez mes données. D'accord? Je sais pas comment ils le font, mais je pense qu'en fait, ils mettent un garde-fou. Puis si quelqu'un pose une question sur toi, en fait, ils enlèvent la réponse, mais ils ne changent pas le modèle. Par contre, DeepSeek, comme en fait le modèle s'est réparti partout dans le monde avec une licence MIT, ça veut dire que tu peux l'utiliser pour le business, pour la recherche, pour tout ce que tu veux. C'est dead parce que le modèle est déjà partout, donc tu peux plus jamais en fait sortir tes données de DeepSeek. Donc en fait, la loi, elle te dit que tu peux, puis en fait, en pratique, tu peux pas. Et une loi qui n'est pas applicable, en fait, c'est un bon sentiment. Donc ça, on est proche d'utilité. Mais bref. Et après, je pense que Ursula von der Leyen, elle a raison. C'est l'évidence. En fait, l'open source, de toute manière, c'est notre seule chance. Donc, autant parier là-dessus. Mais je pense que ça fera un monde plus heureux parce que ce sera un monde qui sera plus divers. Pas dans le sens, la diversité, c'est beau, mais dans le sens, on va pouvoir faire des applications qui seront plus fines. Par exemple, si tu penses à des IA qui écoutent les conversations avec un médecin quand il fait l'anamnèse pour poser un diagnostic, les gens vont pas avoir ou exprimer de la même manière la douleur s'ils sont au sud de l'Italie ou s'ils sont en Hollande. Tu vois, là, c'est un peu un cliché, mais c'est un médecin qui m'a raconté ça par rapport à la Suisse et la France. Il disait en fait, les gens n'ont pas du tout le même rapport à la douleur et ils n'en parlent pas de la même manière. Il faut être très attentif aux mots qu'ils utilisent. Donc, on est dans la finesse. Mais si on parle de clichés, tu imagines le Hollandais, une espèce de viking, il est là, le médecin lui dit mais vous n'avez pas trop mal, il dit non, non, ça va, parce qu'en fait, dans cette culture, tu dois dire que ça va. Et puis en Italie, moi, je suis plutôt comme ça, t'es là, on m'a dit, ah, on va tous mourir, ça va pas. Tu vois, t'en rajoutes mais 50 couches. Donc en fait, si tu veux, il faut une IA qui soit un peu subtile, qui s'adapte à la culture locale. Et en fait, l'open source, ça permet d'imaginer ou de rêver qu'on va pouvoir faire des choses comme ça. Donc, c'est intéressant. Maintenant, il y a un truc, moi, que je propose, c'est qu'en fait, il ne faut plus qu'on parle de l'administration de l'Europe. Parce que Ursula von der Leyen, elle n'a pas été élue. Euh, elle est politicienne de profession, mais c'est une. Elle ne pas au tribunal quand elle est convoquée. Elle a un poste administratif. OK? Donc, voilà, on ne demande pas aux administratifs de l'État de Genève qui prélèvent l'impôt d'aller s'exprimer sur les stratégies de l'IA. OK, bah, c'est l'administration. Bah, qu'ils administrent, qui permettent aux Européens de monter une société en 1 heure en ligne. C'est ça leur boulot, en fait. C'est pas de nous faire un plan. Voilà. Et moi, je préfère nettement, en fait, écouter Modi, écouter Macron, écouter Jill Evans, écouter ces gens-là ou Sam Altman qui ont en fait une voix au chapitre parce qu'ils dirigent, enfin, Sam pas, il a une société privée, mais les politiciens qui en fait dirigent une nation, bon, bah là, ça vaut la peine de se pencher sur ce qu'ils disent, mais en fait, il faut qu'on arrête d'écouter l'administration. On peut aussi, ouais, ouais, cause toujours, tu m'intéresses. Ils auront le pouvoir qu'on leur attribue ou la parole qu'on veut bien leur prêter. Moi, je pense qu'il faut simplement, voilà, la caravane passe. D'ailleurs, on a vu une photo de Sam Altman. Cam, c'est bon ça. Fais gaffe. Was a joke. Non, non, on a vu une photo de Sam Altman qui est en train de discuter autour d'un café, un verre d'eau avec Macron. Il y a eu plusieurs interprétations où justement, enfin, pour le développement de l'IA, tu as besoin beaucoup d'énergie. Et apparemment, la France, on a beaucoup à revendre. Donc, il y a eu ces conversations un peu intimes, je dirais. Je sais pas ce que tu en penses, justement, au milieu de cette telenovela entre Sam Altman et puis. Mais non. Bah, le fait que le président de la France discute avec Sam Altman, c'est que bien. C'est bien pour tous les Français, pour tous les Européens et aussi pour les Suisses. En fait, c'est que positif. Parce qu'il est quand même à la tête d'une des entreprises industrielles qui ont le plus de succès dans l'IA. Pas lui parler, je veux dire, faudrait être fou, quoi. Donc, heureusement qu'il le fait.
C'est génial. Et s'ils parlent comme ça, tranquille, ils étaient un peu fatigués tous les deux, tu crées du lien, etc. C'est génial. Il est quand même fort, Sam Altman. Donc, il fait son boulot, Macron. Il est bon, hein, il est courageux. Tu t'imagines le nombre de conversations qu'il a pendant un sommet comme ça? Ouais. Non, mais c'est dingue. Et justement, hein, pour rebondir sur Sam Altman et OpenAI, donc il y a, comment il s'appelle, Musk qui a dit qu'il voulait racheter. Sam Altman, il a dit OpenAI is not for sale. Donc, il disait que voilà, en fait, Musk, c'est le con. Bon, ça, c'est la telenovela du siècle. Moi, je me réjouis déjà du film qu'il y aura sur Netflix, hein. Ça va être génial. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que juste pour pour accrocher les wagons. Donc, OpenAI, open source OpenAI, ça a été fondé avec l'idée que l'IA, ce serait un truc dangereux. Donc, il fallait maîtriser la manière dont l'IA arrivait dans le monde. Et pour ça, ils ont adopté une structure. Mais j'ai donné la version moins tendre avant, mais l'histoire, elle dit, ils ont adopté une structure où en fait, c'est un non-for-profit, donc une entreprise, enfin une société qui n'a pas de but lucratif, qui dirige. Et donc, leur but, c'était pas de gagner du pognon. Et puis, après, ils se sont dit, ouais, quand même, il faut qu'on entraîne des gros modèles, il faut qu'on gagne des sous. Donc, ils ont fait une société en dessous qui, elle, est à but lucratif. Et donc, c'est une espèce de truc bras cassé. Ils ont fait une erreur de faire ça. C'est vraiment une bêtise parce que au prochain round, donc au round précédent d'investissement, la société OpenAI était valorisée à 157 milliards. Au prochain, les chiffres qui circulent, c'est qu'en fait, puis ils seront à 300 milliards et post 340. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va poser 40 milliards et qu'il aura 40 sur 340 des parts de l'entreprise. 340 milliards, c'est pas tous les premiers jeudis du mois qu'on fait une société pareille. Donc, respect pour Sam Altman et tous ceux qui l'ont accompagné parce que c'est un succès extraordinaire. Mais le point important, c'est qu'en fait, cette société à but lucratif dans laquelle les Microsoft et les autres, SoftBank, il y en aura toute une série qui vont investir, elle est quand même sous un non-for-profit qui peut les fermer à tout moment. Alors ça, pour un investisseur, c'est quand même chaud. Et ce que Sam Altman essaie de faire, c'est de changer cette structure puis de dire qu'ils sont une société normale. Mais c'est pas, c'est un petit peu le coup du Jedi pour arriver à faire ça. Ils vont certainement y arriver. C'est l'intérêt, comment dire, l'intérêt, la raison d'État américaine. Ils vont imposer que ce soit possible. Je ne peux pas imaginer que ce sera autrement. Ça pose des problèmes pour les impôts parce que quand tu es non-for-profit, donc quand tu ne payes pas d'impôts, voilà, quand tu n'es pas censé faire ça à but lucratif, tu payes moins d'impôts. Donc en fait, si tu commences toutes les sociétés non-for-profit, puis dès que tu gagnes de la thune, bam, tu bascules, ça ne va pas le faire. Donc voilà. Mais ils feront une exception et puis ça va bien se passer. Et Elon Musk, qui visiblement est très fâché parce qu'en fait, il a participé au début d'OpenAI, puis maintenant il est un peu en retard avec XAI et il n'est pas content. Et bah, c'est quand même l'homme le plus riche du monde. Et ce qui s'est probablement passé, c'est qu'il a les meilleurs banquiers, les meilleurs avocats. Il leur a dit, il faut les ralentir. Alors, ce qu'il a fait, Musk, c'est qu'il a proposé de racheter le non-for-profit, donc la société qui est au-dessus de l'autre, pour 90 milliards. Voilà, d'où il sort ce chiffre, j'en sais rien. Les chiffres qui circulent sur la valeur d'OpenAI, si maintenant quelqu'un voulait la racheter, c'est plutôt 500 milliards. Parce qu'elle est valorisée à 340, mais si tu veux la mettre dans ta poche, ben, il faut donner un premium. Donc, en gros, Valorisé autant à un moment, enfin, quand ils avaient fait leur dernier round, on était à 157, non? maintenant, ils sont à 340 post. Post-money, mais ils ont fait un autre round après les 7 milliards. Ils sont en train de le faire. Ok, ok. Ouais, ouais. Puis, c'est 300, investissement de 40 milliards, post 340. Et bon, là, on commence à pas. Là, c'est la Champions League, hein. On n'est pas dans un truc de rigolo. Et en fait, très probablement, en fait, Musk, il fait ça pour les ennuyer. Il leur a déjà fait 2 ou 3 procès. Il y a la liste en ligne, hein, on peut aller voir. Il les attaque pour tout. Et c'est une manière de relatir quelqu'un. Parce que si tu fais des procès, puis que tu dis, ben voilà, c'est non tenir. Mais Sam Altman, il a super bien répondu, hein. Il a dit, bah, écoutez, voilà, c'est très gentil. OpenAI n'est pas à vendre. Tu vois, il est quand même il est fort, hein, il est classe.
OpenAI n'est pas à vendre, c'est très gentil. Après, il a dit que lui, il était d'accord de racheter X pour 9 milliards. Pour mémoire, Musk, il l'a payé 44. C'est une manière de dire, ben voilà, ton truc, il vaut rien, mais moi, allez, on divise le prix que tu as payé par 4 et puis je suis d'accord de le prendre. Tu vois? Et donc, d'ailleurs, Musk, il a fait une annonce, je crois, hier ou avant-hier, pendant le Dubai Summit, je crois, de Government Summit. Oui, avec l'annonce de Grok 3. Et apparemment, il est même mieux que ChatGPT, DeepSeek et tout. Ah, mais ça va être, il va les rattraper, c'est sûr. Moi, je j'ai aucun doute que À Grok son 3 donné, va puis être- là, via X, en fait. Ouais, mais pas que, parce que si tu veux, à chaque fois que tu entraînes un modèle, en fait, les chips ont fait des progrès. On a progressé sur la connaissance de comment entraîner des modèles. OpenAI, c'est les premiers qui ont cru au fait qu'en fait, en agrandissant la taille, enfin, le nombre de paramètres, le nombre de tokens et la profondeur, eh bien, ça marcherait mieux. Mais ce n'est pas encore super bien connu de pourquoi ça marche tellement mieux. On comprend intuitivement qu'en fait, si tu fais rentrer plus de mots, c'est comme un humain, quoi. En fait, tu lui parles plus souvent. C'est un peu comme ça qu'on apprend les langues étrangères. C'est l'immersion, tu entends des mots, puis au bout d'un moment, ça rentre. Donc, c'est un peu le raisonnement qu'ils ont fait. Puis ils ont boosté, en fait, cette quantité de données. Et maintenant, ils sont tous un peu au bout parce qu'ils ont utilisé toutes les données. D'ailleurs, OpenAI, ils ont plein de procès, genre une vingtaine d'éditeurs de contenu. Mais on s'en fiche parce qu'en fait, OpenAI, ils vont faire un chèque. Quand tu lèves 40 milliards à une valo de 340 milliards, tu as des problèmes de riches. Tu vois? Tu sais déjà, avant même de Ils disent, penser ce que c'est. tu dis, bah voilà, va falloir nous filer 1 milliard de plus parce qu'on va devoir payer les éditeurs de journaux. Bref, c'est pas un problème. Ils font d'abord, ils payent ensuite. C'est bien. C'est là, surtout aux US et l'Europe. Je pense que c'est là, tu mets un point où il y a du cash. Il y a un truc. We throw money, on y va. Et tandis qu'en Europe, oui, on va trouver, on va leverager, c'est ça la différence, en fait. On n'a pas le même drive entrepreneurial. Et je pense que l'autre chose, c'est qu'en fait, dans les technologies digitales, c'est pour ça qu'on est si mauvais, ça va tellement vite. Si on pense en fait à la manière de programmer un ordinateur, faire un programme informatique, pour ceux qui ont déjà touché ou essayé, mais euh, entre il y a 5 ans et maintenant, on est dans un monde totalement différent. Totalement différent. Ça ne veut pas dire qu'en fait, une connaissance profonde, une expérience des systèmes digitaux n'aide pas pour faire quelque chose de performant. Je ne dis pas ça. Il faut toujours de bons ingénieurs. OK. Mais programmer quelque chose, c'est devenu incroyablement plus facile. Et ce vers quoi on tend, c'est un truc où tu causes à une machine et puis ça se fait tout seul. C'est super intéressant ce que tu disais et enfin, ce que tu dis. J'ai lu un post de Paul Graham, donc monstre entrepreneur, celui qui est derrière Louis Incubator, du Y Combinator. Et il te disait, en fait, avec la facilité déconcertante avec laquelle tu peux créer un produit, maintenant, ça va être vraiment dans la compréhension des problèmes que tu as à résoudre. Et c'est là où je te rejoins sur ce que tu disais avec la Chine, où eux, ils ont vraiment cette avance dans la compréhension de comment créer le buzz, comprendre ce dont on a besoin et d'être plus en avance que les autres. La C'est le- paix est plus dans le... C'est ça, qu'il faut, c'est comprendre les humains. C'est ça la clé. Parce qu'en fait, de dire, peut-être les auditeurs ont déjà utilisé un CRM, c'est beau. On est bon, on est bon. Non, mais T'as sorti la belle veste aujourd'hui, là. Avec le perdu. attends, c'est une Paco Rabanne vintage. Non, mais on est là. En plus, c'est carbone, c'est tout, quoi. C'est inclusif, c'est complètement OK. Pour une fois, Younes, il faut saluer cette terre. Je te salue, je te salue. C'est tant de brillance, je suis ébloui. Non, mais si tu veux, c'est sûr, si la Chine, elle a craqué un truc lié à l'humain, ça veut dire qu'ils vont te pondre des logiciels que tout le monde va adorer comme ça. La clé, c'est les gens. Est-ce que tu veux qu'on parle rapidement de la Gigafactory? Donc, il y a eu plusieurs annonces et des actions clés, notamment le lancement de l'initiative européenne des AI Gigafactory, un peu inspiré, similaire au CERN. Donc, elle a parlé de ça, van der Leyen, et félicite, on salue les chercheurs au CERN. Donc, le financement de 10 milliards d'euros publics, visant, ce que tu disais, à leverager plus de 100 milliards d'investissements privés. On les a pas encore. Qu'est-ce qu'il faut entendre par AI Gigafactory?
Ben, je redis, je pense qu'en 2025, on fera les comptes à la fin 2025. Google, tout seul, aura investi bien plus que la Gigafactory. Donc, c'est génial de faire la Gigafactory, mais c'est très peu, très tard. L'autre chose, c'est qu'on n'a pas besoin enfin, c'est bien un centre de recherche, c'est cool. C'est bien, les chercheurs, c'est bien, c'est super. Mais c'est pas de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin du CERN. Non, en fait, la révolution de l'intelligence à coût marginal nul, elle a lieu maintenant et c'est un problème industriel. C'est pas un problème de laboratoire. Alors ouais, Yann LeCun, il explique qu'il faudra aller au-delà des LLM et il a raison. OK, mais le point, c'est qu'en fait, il faut fabriquer une capacité à penser et ça s'appelle des data centers, plein de chips. Je rappelle que la Suisse, elle est dans la catégorie 2 pour acheter des chips. Ça veut dire qu'on est limité en chips, hein. Alors, good. Bon, de toute façon, on ne les aurait pas tous achetés, donc je ne pense pas que ça va nous limiter, mais il faut quand même voir les signes. En fait, on n'a pas le droit d'aller chercher tous les chips qu'on veut. Alors, je lisais l'autre jour un article qui disait la Suisse, c'est le pays le plus intelligent au monde. Ça m'a fait mais, péter de rire. Je me suis dit, mais ça, c'est parce qu'il y a des Suisses allemands, des Tessinois, des Romans, ils n'ont pas pu faire l'étude très bien. Mais la vérité, c'est que on est complètement à côté de la plaque. C'est un problème industriel, c'est pas un problème de recherche. Donc, d'un côté, je trouve super chou qu'on fasse une gigafactory, puis c'est chou en fait. C'est bon art. On dit 2 pouces bleus levés. Mais en fait, on- hmm, ça ne répond pas au problème. L'année prochaine, Google va probablement investir dans les faits. Google tout seul, plus que ce truc. Google, Microsoft, ouais. Non, mais Google tout seul, c'est 75 milliards l'année passée. Ils l'ont déjà fait l'année passée, ils l'ont fait l'année d'avant, ils l'ont fait l'année d'avant d'avant. Et je veux dire, c'est pas, faut se réveiller. Ça fait 10 ans qu'ils font ces niveaux d'investissement-là. Pour parler de la sauce, pour rebondir, il y avait Alain Berset qui était invité. Est-ce que tu penses qu'il va aller défendre nos intérêts? Je sais pas quel poste il a maintenant à l'Europe. On le félicite. Est-ce qu'il doit pouvoir nous avoir des plus de tout le monde? Ouais, bah ça, voilà. Ouais, bah alors, oh, il faut qu'ils rentrent les valises pleines de puces. Pas des puces de lit, mais des Nvidia. Des médias. C'est ça, ça. Ouais, ouais. Est-ce qu'il en est capable? Je sais pas, il a un peu, tu sais, il pilote des avions. Il s'était fait choper en France. Il avait pas, ouais, 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 ouais. Oui, il avait pas de permis, un truc comme ça. Je sais pas. Non, 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 il a le permis, mais il avait pas annoncé son plan de vol, je crois. Et bah, les Français, ils ont dit, ben voilà, il y a un mec qui se balade pas au bon endroit, ça va pas du tout bien se passer. Je sais pas s'ils ont envoyé des rafales. Heureusement qu'ils l'ont pas fait sauter en l'air, hein, ça aurait été un incident diplomatique. Mais bon, pour finir, tout s'est bien passé, mais ouais, il avait peut-être pas toutes les autorisations pour faire le vol qu'il avait prévu de faire. Donc peut-être, on ne sait pas, il fait des go fast. De Nvidia. Bien. C'est peut-être ça. Ah, ça, c'est le message pour les jeunes. Le go fast, c'est l'avenir, mais c'est les chips Nvidia qu'il faut mettre dans le coffre, quoi. Ça, c'est bien. C'est un message positif. D'ailleurs, ils l'ont répété, hein, le J.D. Vance et puis les autres Américains, comme quoi ils ont vraiment réguler tous ces trucs, hein. Parce que je crois qu'il y a vraiment des soupçons, et c'était Alexander Wang de Scale AI qui disait qu'apparemment la Chine avait justement accès à ces chips. Et oui, mais si tu regardes Hong Kong et Singapour et le nombre de chips qu'ils ont achetés, en fait, il n'y a pas assez d'électricité pour les faire tourner. Alors, à moins qu'ils les mettent sous le matelas, ce qui m'étonnerait, parce que les chips Nvidia, 5 ans plus tard, ils sont complètement dépassés. Ils vont à quelque part. À mon avis, la seule chose que ça fait, c'est que c'est moins pratique et ça coûte plus cher. C'est un peu comme en Europe, tu sais, on achète toujours du gaz russe, simplement il passe par d'autres pays, puis on le paye beaucoup plus cher. C'est vrai, 3 fois plus cher. Bon, alors on a sûrement plein de papiers qui disent qu'en fait on est OK, tu vois. Mais non, c'est un peu ballot en fait de passer, de rajouter 3 intermédiaires pour payer plus cher. Bah, pour la Chine et les chips, c'est la même chose. En fait, la guerre, elle est toujours économique. Ouais. Est-ce
Est-ce que tu veux parler du point 4 qu'on a mis dans nos notes, la création de l'observatoire RGIA? L'objectif, suivre l'empreinte énergétique au centre de calcul et optimiser leur consommation. Et bon, la première initiative, c'est une feuille de route pour rendre les data centers climatiquement neutres d'ici 2035. Alors, j'ai vu l'autre jour qu'on pouvait se faire condamner en justice si on faisait du greenwashing. Alors, Ouais, il y a une qui a été attaqué par la CBRE. et c'est très bien. Et c'est très bien parce que le mec qui te dit qu'il te fait tourner un avion puis qu'il est carbone neutre, bah, il te ment. C'est pas vrai. C'est du offset. Et encore. Donc, et maintenant, je suis très, très heureux qu'en fait, on n'ait plus le droit de mentir comme ça. D'accord? À des fins commerciales, on s'entend, hein. C'est une publicité mensongère. Alors, ce truc du climatiquement neutre, c'est des fadaises et je pense que alors ça, c'est le sommet du blues dans l'inutilité absolue. Pourquoi? Parce que imaginons que tu aies, un produit comme, ChatGPT, tu le fais fonctionner. Est-ce que toi, comme entrepreneur, tu vas vouloir augmenter tes coûts ou les baisser? Les baisser. Donc tu vas tout faire pour faire en sorte d'utiliser des modèles qui soient moins gourmands en énergie. Ouais. C'est sûr et certain. Il y a pas besoin de réguler ce truc. L'autre truc, juste pour donner un data point, mais en fait, DeepSeek, c'est un modèle beaucoup plus petit qui a pratiquement les performances d'OpenAI, en tout cas dans les benchmarks, mais ça marche pas mal du tout. C'est un modèle beaucoup plus petit. On est en train, c'est un engineering qui est en train d'émerger. C'est évident, le travail des ingénieurs, c'est de faire de l'optimisation sous contrainte. Ils vont diminuer le temps d'exécution, ce qui diminue le temps pendant lequel tu utilises l'électricité. Hein. On comprend si un chip il doit tourner pendant 1 seconde ou 1000 secondes, la quantité d'énergie, elle varie linéairement d'un facteur 1000. Et si tu as un modèle plus petit, le temps que c'est plus le temps que ça influence, mais c'est la quantité d'énergie pendant un temps donné. Donc en fait, c'est évident que les industriels, ils sont à fond là-dessus. Parce que le problème de l'IA, imaginons que tu sois avocat et puis tu dis, bah moi, je vais mettre une IA à disposition de mes clients. Puis ça leur répond à des questions légales et tout. Mis à part le risque, peut-être, tu encours si tu donnes un mauvais conseil, mais ou la RGPD, bien sûr, qui va te flinguer. Mais si tu mets ça en place et que tu fais ça sur ChatGPT, imaginons que tu aies un immense succès. Tout le monde va sur ton chatbot qui répond aux questions légales. Eh ben, tu es ruiné. Parce que ça va te coûter un œil, un bras et un rein. D'accord? Ça va être très, très cher. Donc, en fait, les gens qui implémentent des solutions IA, ils vont vouloir qu'elles soient le moins chères possible. Donc, et ça, à mon avis, c'est simplement l'Europe qui, encore une fois, essaye de signaler sa vertu. Si on veut que ces data centers soient climatiquement neutres, on fait des centrales nucléaires, sinon on ne les fait pas. Voilà. Il y a deux possibilités. Pour rebondir là-dessus, il y a Infomania qui a fait un nouveau data center à Plan-les-Ouates. Et bah, je crois il est 100%, on pourrait appeler ça éco-responsable, est-ce que ça se dit? Parce que avec, grâce au data center, bah, il chauffe, je crois, 2000 logements. Hein. Mais ça, c'est bien, c'est très intelligent. Mais c'est pas, si tu veux, ça ne veut pas dire que la dépense énergétique, elle n'a pas lieu. C'est une manière très intelligente de recycler, en fait, une dépense énergétique qu'on a fait. Infomania qui sont super smart et bienveillants et je crois complètement qu'ils ont mis ça en place. Mais si tu regardes la taille d'Infomaniac par rapport aux grands acteurs digitaux, Ça n'a rien à voir. voilà, tu vois, c'est très petit. Donc, Donc, faut dire, potentiellement, tu pourrais même chauffer des millions de logements. Hein. Typiquement, si un Google implémente ça ou ouais, mais attention, attends. Parce que si tu as une source d'énergie primaire, que ce soit, je sais pas, du gaz, tu as une centrale à gaz, une centrale nucléaire, peu importe, un barrage. On prend l'exemple d'un barrage, d'accord? Si tu émets de la chaleur avec un data center et puis ensuite tu récupères cette chaleur pour aller chauffer des maisons, tu as pas un rendement de 1. À chaque fois que tu fais un détour, tu as un rendement qui est pas de 1 et tu perds un peu en efficacité énergétique. Donc, quitte à ce qu'on ait envie collectivement d'avoir une intelligence digitale démocratisée et disponible partout,
autant réutiliser cette chaleur pour chauffer des logements. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'en fait, construire plus de data centers, c'est la solution du chauffage en ville. Si tu veux faire du chauffage centralisé, par exemple, comme à Moscou, évidemment, ils avaient le communisme. Donc, en fait, tu as 12 grands chauffages qui chauffent la ville par quartier. Et il n'y a pas de smog à Moscou parce que l'air est hyper propre parce que c'est des centrales de chauffage ultra professionnelles. Puis bon, à Moscou, il fait quand même froid. Donc, tu as intérêt à ce que le chauffage y marche. C'est des pros qui le font et ça donne des super résultats. Donc, tu peux tout à fait t'organiser pour en fait organiser un chauffage collectivisé qui soit plus efficient, etc., etc. Ou par exemple, Tridel à Lausanne qui brûle les déchets, euh, quitte à ce qu'on ait des déchets, ben, autant faire un usage intelligent. On brûle ces poubelles et ça fait qu'on peut chauffer des logements. Je ne sais pas exactement à quoi ils utilisent cette énergie, mais ça c'est un truc de bon sens. Mais il faut pas se tromper. C'est la dérivée d'un usage primaire. Donc, en fait, le rendement, il est jamais de 1. Donc, c'est pas vrai, en fait, que c'est plus efficient comme ça. On évite une perte qui aurait été stupide. C'est plus intelligent ce que fait un faux maniaque que d'envoyer cette chaleur dans l'air, puis de réchauffer l'air au-dessus. Donc, bravo à un faux maniaque, mais il faut pas. Dans tous ces trucs de c'est carbone neutre, en fait, et on réutilise, donc en fait, c'est bon pour les marmottes, c'est pas vrai. En fait, je veux dire, il faut regarder les sources d'énergie primaire et à quoi on les attribue. Et puis après, d'éviter les pertes. Mais cette espèce d'idée qu'en fait, on fabrique de l'énergie ou que c'est complètement neutre, à mon avis, c'est tout à fait fallacieux. Donc, pour résumer, ce AI Summit, donc l'Europe peut exister face aux États-Unis et à la Chine. Et je serai même un peu plus précis, c'est surtout la France. France. La France veut exister, veut être le leader européen de l'IA. Ils organisent cette conférence en mode vraiment un sommet politique avec quelques acteurs, évidemment. Ça va être col difficile, un peu complexe. Je pense que je te donne le mot de la fin là-dessus, sur ton ressenti, sur... Moi, je trouve, on peut que se réjouir qu'en fait, ils aient reçu le mémo, quoi. Et les- C'est bien. Et il faut féliciter la France et le président Macron parce qu'en fait, il a fait le mieux qu'il pouvait vu le contexte. Mais là où il ne faut pas se leurrer, c'est que c'est un problème industriel. Donc maintenant, il faut s'y mettre et il faut se battre et il faut qu'il aille au next step et puis qu'il se lâche un peu toutes ces lois qui font flipper les entrepreneurs. Parce que déjà que ça va plus vite aux États-Unis puisqu'il y a un esprit entrepreneurial beaucoup plus dynamique. Si en plus, tu as un cadre légal en Europe qui te flingue d'avance, les gens ne vont pas le faire. Donc, on n'a pas d'économie. Pardon? Je disais plus la fuite des cerveaux aussi. Oui, oui, mais c'est parce que l'environnement entrepreneurial aux États-Unis, il est plus vigousse. Donc, en fait, on a déjà ce désavantage, si on veut. Et je pense que l'Europe, elle a quand même une manière de voir le monde qui est pas la même. Elle n'est pas meilleure, mais elle est particulière par rapport aux États-Unis, par rapport au Japon, par rapport à la Chine, par rapport à d'autres endroits du monde, l'Afrique. Donc, en fait, ça vaut la peine, en fait, de défendre cet héritage culturel. Donc, il faut être. Mais pour exister, en fait, il faut qu'il y ait des industries parce que sinon, en fait, tous les modèles open source dont on rêve, ils vont être hébergés dans les clouds américains. Parce que eux, en fait, ces investissements, ils les font parce qu'ils vont faire des ventes derrière. Ils les font et puis ils ont déjà le cash à disposition. Ouais. Pascal, je te remercie. Je te souhaite une bonne journée. C'est à toi, Younes. Ciao, bonne journée.